c'est l'âge de perdre notre temps dans les rues du samedi soir. Bonjour, je m'appelle Simon Boulris, je suis auteur de romans, de théâtre et de poésie et je suis aussi comédien. On se rappelle, on pouvait faire semblant, reprendre nos rôles d'enfants. Des années plus tard, on se retrouve tous au point de départ. On se rappelle les nuits d'adolescence. Très tôt dans ma vie, j'ai commencé à m'intéresser aux arts. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Saint-Rémy. Et très tôt, j'aimais dire à tout le monde que j'étais un Saint-Rémois. Quand j'ai appris que j'étais un Saint-Rémois, j'aimais tellement l'homophone que ça représentait. Donc, je mettais les bras en croix, puis je disais « je suis un Saint-Rémois ». Donc, j'aimais déjà beaucoup certains mots, la pureté des mots. Et j'ai commencé très jeune. En fait, j'ai eu une enfance assez solitaire qui a été bénéfique, en fait, à la création. Je rencontre beaucoup d'élèves et je leur dis souvent ça. La solitude, ce n'est pas que lourd, ça peut être très heureux. Ça peut être un tremplin pour écrire, pour dessiner, pour chanter. Et ça a été mon cas. Donc, j'ai la solitude heureuse. Encore aujourd'hui, quand je suis seul un soir, ça peut m'arriver. Je trouve ça excitant. Je retrouve un peu mon enfance. Puis, donc, très jeune, j'ai occupé mes temps libres avec beaucoup les arts plastiques au tout départ. J'avais aussi... j'avais des pièces dans la maison qui m'étaient réservées pour la création. Pour chanter, c'était la cage d'escalier parce que l'acoustique était malade. Donc, je chantais dans la cage d'escalier, tout le répertoire de Whitney Houston, naturellement. Je chantais aussi dans la douche, mais ça c'est pas original. Sinon, le sous-sol, c'était l'endroit où je dansais, donc j'avais beaucoup d'espace pour danser. Et ma chambre, c'était l'endroit où j'écrivais. Donc, j'avais un pupitre, j'avais un bureau où j'écrivais. Et donc, ça s'est fait graduellement. J'ai senti que ça remplissait ma vie et que ça m'apportait beaucoup de joie, en fait. Que ce soit bon ou pas bon, c'était pas important. C'était la création qui m'intéressait. Autre chose d'assez important, je dois dire que j'aimais beaucoup faire les poubelles chez moi. C'était avant la mode du recyclage. Il n'y avait pas encore le bac à recyclage et donc j'étais comme la personne qui était responsable de vider toutes les poubelles de la maison. Et mon plaisir, c'était de récupérer à l'époque, le papier, on le jetait, donc je récupérais le papier pour écrire au verso. Je récupérais des bouteilles d'eau de Javel pour en faire une tirelire. Donc, je peignais la bouteille en rose, j'ajoutais une queue en tire-bouchon, une petite fente sur le dessus et hop, j'avais un cochon. Donc, j'aimais la création en général. Je le dis beaucoup aux élèves que je rencontre, mais c'est que pour moi, c'est très fondateur par rapport à l'écriture. En quatrième année, j'étais plus attirée par la danse, par le chant, par les arts plastiques. Et ma professeure m'a dit que j'écrivais bien. Et ça a été un déclic incroyable parce que, bon, ce qui est un peu triste, c'est qu'elle parlait de ma calligraphie, mais moi, j'ai cru qu'elle parlait du contenu. Et donc, c'est un quiproquo qui est à l'origine de mon envie d'écrire. Et je me suis mis à écrire beaucoup, je me suis mis à lire beaucoup pour m'améliorer. Et j'ai l'impression, en tout cas, à la fin de l'année, elle m'a dit « c'est magnifique, maintenant ton contenu est aussi beau que ton contenant ». Et donc, j'ai compris que c'était un malentendu qui est à l'origine de mon envie d'écrire, mais n'empêche que ça a été un tremplin. Encore une fois, ça m'a propulsé ça a valorisé quelque chose chez moi, une créativité, et j'ai voulu lui donner raison. Donc, je me suis forcée à bien écrire. Et ça, je le partage beaucoup aux élèves pour qu'on comprenne bien que l'écriture, c'est à la portée de n'importe qui, qu'on peut se mettre à écrire à n'importe quel âge. Je pense pas que j'étais prédestiné à devenir un écrivain. J'ai voulu devenir écrivain. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est le travail. J'avais quand même l'envie d'écrire. C'était déjà là, mais je me sentais pas du tout outillé. Je me sentais pas talentueux. Et c'est bête, mais juste un petit talent, un petit compliment comme ça a déployé chez moi quelque chose d'extraordinaire. Puis peut-être que n'eût été de cette prof-là, je serais peut-être pas auteur aujourd'hui. En fait, je crois que je serais pas auteur aujourd'hui. Donc, ça remonte à très loin. J'avais 10 ans, mais ça a changé ma vie. Merci, Marie-André. Je l'ai jamais revue, mais Marie-André a été précieuse. Comme plein de profs, en fait, les profs sont tellement précieux. C'est fou comment un professeur peut changer la vie d'un élève en le valorisant.
Ouais. Bon, au secondaire, j'étais dans plein de comités, le comité mural, je faisais des murales à l'école. J'étais sur j'ai été le président d'école en secondaire 4. J'ai été sur le conseil d'administration de la Caisse populaire. En fait, c'est que j'aimais tellement pas vivre. Pour moi, la cour de récréation a toujours été une ère épeurante, une ère de confrontation, peut-être parfois même, je me suis senti longtemps ostracisé dans la cour de récréation, donc je l'ai fui beaucoup. Et donc au secondaire, quand j'ai réalisé, mon Dieu, je suis pas obligé d'aller à l'extérieur, je peux travailler à la bibliothèque, je peux être sur le conseil à la Caisse populaire, je peux faire des murales sur l'heure du dîner. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Ça m'a un peu... Et surtout, je me suis lié d'amitié. Mes premières amitiés, je ne les ai faites pas dans la cour de récréation, mais en parascolaire. Donc, le parascolaire était très précieux. Et ça a été mes premiers lecteurs aussi. Quand en secondaire 3, j'ai écrit mon premier roman. Et donc, le livre circulait de main en main. À l'époque, c'était le début des ordinateurs. Donc, j'ai une amie qui l'avait recopié à l'ordi, qui l'avait fait imprimer. Et là, cette version-là circulait, jusqu'à ce que mon professeur de français mette la main sur le manuscrit, qu'elle me demande est-ce que je peux lire. Je dis, ben oui, certainement, vas-y. Et je pensais être valorisé encore une fois, me faire flatter dans le sens du poil. Eh ben non. Elle est arrivée le lendemain, elle me dit, tu veux le verdict? Je fais, ben oui, certainement. Vas-y, valorise-moi. Et elle m'a dit, j'ai haï ça. Hein? Elle dit, non, j'ai haï ça, mais je suis certaine que tu vas devenir un écrivain. Et donc, c'est vraiment comme ça m'avait giflé et caressé en même temps. Mais cette formulation-là m'est restée. J'ai haï ça, mais je sais que tu vas devenir un écrivain. Elle m'a dit ça, puis ensuite, elle m'a donné un conseil qui, encore aujourd'hui, m'est très utile. Elle m'a fait réaliser à quel point que je suis un garçon qui aime l'humour, qui en a parfois. Et mon livre n'était que dramatique. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'écris pas avec tout ce que tu es? Tu es beaucoup plus qu'un être tragique. Tu n'es pas que ça. Oui, je suis ça en partie. J'ai un côté drama queen assez exacerbé par moment, en tout cas beaucoup moins maintenant. Mais je pense que c'est le propre de l'adolescence d'être porté vers l'exagération, on hypertrophie plein de choses qu'on vit. Hein. Et là, elle m'a fait réaliser à quel point que je n'écrivais pas avec mon humour à ce moment-là et j'en possédais. Et ça m'est resté aujourd'hui. J'écris toujours. Pour moi, tout ce que j'écris se doit d'être à la fois drôle et tragique. Donc, je tresse constamment l'humour et le drame parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est... j'ai toujours dit que le plus beau titre de roman, c'est La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy parce que toute la vie est dans ce titre-là. La vie est faite de détresse et d'enchantement et parfois dans la même minute, c'est une jonction. Parfois, d'ailleurs, je trouve que c'est les plus beaux moments de vie, les moments charnières où on glisse d'un à l'autre. On rit, on pleure, puis la vie, c'est ça. Je te dirais que mes auteurs fétiches, j'en ai plein, là. Il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Peut-être Michel Tremblay, c'est pas original, mais Michel Tremblay, que j'ai découvert au secondaire par mon prof Serge Boucher. Serge Boucher, un grand dramaturge que j'aime beaucoup lui-même, mais il m'a fait découvrir Michel Tremblay et j'ai un plaisir de plonger toujours dans son œuvre et de découvrir de fois en fois, de revoir les mêmes personnages. Sinon, Michael Delisle, qui est un de mes auteurs chouchous. Michael Delisle, c'est René Richard Cyr qui me dit « Tu dois absolument lire Michael Delisle ». Il avait raison. J'ai eu une révélation quand j'ai lu ça. À la base, c'est un poète et ça se ressent dans toutes ses phrases qui sont... C'est de l'orfèvrerie, là, c'est bien ciselé. Des phrases très brèves où il matine son discours de Québécois avec des termes, des expressions comme débarrer une porte, débouler des escaliers. Il y a des trucs très, très québécois. Mais il raffine ça, il élève le langage parlé, il en fait vraiment de l'orfèvrerie. Donc, Michael Delisle, qui a écrit entre autres Le désarroi du matelot, qui est un pur chef-d'œuvre. Sinon, du côté de la France, il y a des auteurs, Violette Leduc, qui est une auteure importante pour moi, contemporaine de Beauvoir. Et un contemporain présentement, ça serait Gilles Leroy, qui a écrit Alabama Song, concourisé en... Je ne sais plus en quelle année, mais j'ai lu ce livre-là et j'ai lu toute son œuvre après. Et dans cette œuvre-là, j'ai découvert Zola Jackson, qui est selon moi un autre chef-d'œuvre. Bill Elliott, donc de Stéphane Daldry. Bill Elliott qui ne peut que me charmer parce qu'il est question de miniers. En plein, donc c'est le syndicat. C'est sûr, donc c'est une histoire sociale, mais c'est surtout
ce rêve d'art. En fait, l'émancipation par l'art est une thématique qui me touche, qui me bouleverse toujours. Et mon classique de tous les classiques, c'est un film français qui s'appelle Le goût des autres, de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Et ce film-là parle justement d'un industriel qui tente de se... en fait, qui va au théâtre comme ça et qui se met à pleurer en voyant Bérénice, qui est jouée par Anne Alvaro. Il ne comprend pas, mais il se met à pleurer et il a honte un peu de ses larmes. Comme il pleure, il comprend pas, puis il revient en cachette de sa femme voir la pièce. Et ça... que le pouvoir du théâtre dans la vie d'un homme qui ne devait pas aimer Racine à la base et qui ne comprend pas ce qu'il vit, je trouve ça bouleversant. Donc, Le goût des autres, pour moi, c'est un classique. Moi j'aime les gens qui orchestrent tout. Des gens comme Robert Lepage. Je sais que c'est pas original, mais Robert Lepage, c'est un faiseur d'images. Puis je trouve qu'on parle beaucoup de ses mises en scène, mais je trouve que quand il écrit, naturellement, il n'est pas le seul, c'est très collectif, mais c'est beaucoup ses projets, ses idées, et souvent, je trouve qu'il a réussi à orchestrer de façon toujours organique des projets comme La face cachée de la Lune ou le projet Andersen. Je trouve qu'il a réussi à creuser une thématique. Et je trouve que les textes, longtemps, il n'a pas voulu les publier. Je suis content que maintenant, il les publie parce que c'est des beaux textes. C'est des textes, il y a beaucoup d'humour. Il mêle, lui, l'humour et le drame, naturellement, mais il n'a pas peur de faire des blagues. Ouais, Jimawad fait la même chose. Dans Incendie, il y a des personnages complètement loufoques. Et ça me ramène aussi à le classique des classiques, pour moi, c'est Cyrano de Bergerac, où il y a tout là-dedans. Moi, je voulais faire plein de choses. Au secondaire, j'étais attirée, comme je disais, par les arts plastiques, par le théâtre aussi. J'ai joué Bouzy et les Justes en secondaire 5. J'ai eu une révélation. Écrire, naturellement, danser. J'aimais plein de choses. Et là, j'ai vu un programme qui s'appelait Arts et Lettres. C'est pour moi, Arts et Lettres, mon Dieu, je pensais que c'était du sur-mesure pour moi. Je suis allée au cégep de Saint-Laurent, donc j'ai quitté Saint-Rémy à 17 ans. Et j'arrive comme ça à Montréal, la vie s'ouvre à moi. Ça a été 2 années fabuleuses, mais je croyais que c'était sur les arts en général, alors que c'était vraiment ciblé sur la littérature. Donc, c'est comme si on a choisi pour moi. On m'a ciblé un peu, on m'a ramené, moi qui étais très diffus dans mon amour des arts, ça m'a concentré. Je me suis mis à lire beaucoup, découvrir des auteurs que j'avais pas découverts au secondaire, des Camus, Kundera, Kafka, Kerouac. Et il est arrivé quelque chose qui arrive souvent, ça m'a tétanisé, ça m'a coupé l'envie d'écrire parce que, comme tant de gens, je me sentais imposteur. Qu'est-ce que je peux apporter de plus quand Kundera a écrit ça? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à la littérature? Rien. Donc, je me suis tue. Mais ça a été un moment important parce que je me suis gavé pendant 2 ans sans arrêt. Je lisais, là, comme un forcené et j'aimais tellement ça. Donc, j'ai lu des grands auteurs. J'allais beaucoup au théâtre. Ça a été vraiment... Moi qui étais loin de Montréal, j'avais pas l'impression que j'avais accès à tant de culture. J'avais accès, mais c'est comme si là, c'était plus... ça se déployait. Puis surtout, ce qui est fabuleux au cégep, c'est que j'étais avec des gens qui partageaient mes passions. Au secondaire, ce qui détermine notre localisation, c'est notre localisation qui détermine nos amitiés un peu. Des gens qui partagent parfois nos passions, mais c'est beaucoup plus... on a tout un échantillon vaste. Là, je me retrouvais avec des gens qui aimaient les mêmes choses que moi, donc c'était plus concentré. Et donc, j'ai eu des amitiés peut-être plus évidentes. Et donc, ça a été une super belle époque. Et j'ai continué après ça à l'UQAM en études littéraires. C'est comme la suite logique. Mais tout en aimant tellement encore beaucoup la danse. Et donc, le soir, j'avais toujours des cours de ballet, des cours de même ballet jazz. J'aimais vraiment plein de choses. Mais surtout ballet classique. J'avais envie de danser aussi. Et j'étais très tiraillée entre les lettres et la danse. Et un jour, j'ai fait le choix. En fait, j'ai fait le constat que le théâtre, c'est la jonction de la parole et du mouvement. Je me suis dit, mais ça serait un terrain de jeu parfait pour moi. Donc j'ai passé mes auditions. Ma coloc, qui était ma cousine, qui est toujours ma cousine Edith passait ses auditions depuis 2 ans. Et elle m'a demandé d'être sa réplique. Donc, pour entrer dans un école de théâtre, on fait 2 auditions, 2 scènes, une scène dramatique, une scène plus comique. Et j'ai fait sa réplique. Et en commençant, en faisant sa réplique, j'ai vu que j'étais pas pire, puis que ça allait bien. Puis tu sais, j'ai continué à jouer, mais de façon toujours un peu satellite. Et là, je sentais que c'était possible, même. Sa coach me disait, pourquoi tu fais pas tes auditions? Je pense que tu serais pris, t'es très bon.
Pour vrai? Ah oui! Moi, c'était un rêve très tapis en moi. Le rêve de jouer, je l'avais, mais je m'étais jamais senti... je me sentais créateur ou artiste avant d'être comédien. Mais j'avais envie quand même de jouer mes textes. Je trouvais que je les jouais, je les lisais parfois mieux que les autres. Parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, je me sens que je pourrais les jouer, je les comprends bien, je les conçois bien, j'aimerais ça les porter. » Ça a commencé un peu comme ça. Naturellement, je ne me suis pas écrit mes propres scènes d'audition, mais j'ai pris des trucs qui m'allaient bien. J'ai été pris à ma première audition, c'était à Sainte-Thérèse, cégep Lionel Groux. Et j'ai fait mes 4 années. Donc, il y a une année qui est un peu provisoire, une année de probation. Et ils m'ont conservé, j'ai fait les 4 années. Ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'en fait, là, on joue autant que l'écriture, pour moi, c'est l'extension de ton imaginaire. Puis pour moi, c'est drôle, c'est moins moi, alors que ça me ressemble beaucoup. Mais quand on me dit j'aime pas ça, je fais ça me va, ça me dérange moins qu'on aime moins. Mais quand on me dit j'aime pas ta voix, ta posture, c'est violent, se faire taper sur la tête, sur tout ce que t'es. Moi, c'était beaucoup ma voix qui est toujours nasale. J'ai une voix nasillarde à l'os. Puis pour vrai, aujourd'hui, je suis tellement en paix avec ça. Longtemps, ça m'a intimidé. J'étais pas heureux de cette voix-là. Puis maintenant, je fais de la radio. Plus on est fou, plus on lit. Puis je me réécoute. Au début, je me réécoutais, je me disais « arc ». Puis aujourd'hui, je me réécoute, puis je fais « ben écoute, c'est ta voix, c'est bien correct. Ça sonne comme ça. » Je trouve que je pallie avec un ton sympathique. Puis en même temps, je me trouve pas inintéressant quand je m'écoute, je me dis ça passe. Puis c'est Jean Cocteau qui m'a beaucoup aidé. C'était pas mon pote, là, mais Jean Cocteau avait écrit une phrase qui m'a fait beaucoup de bien à l'école de théâtre. C'était que j'ai lu quand j'étais à l'école de théâtre, c'est « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. » On me reprochait plein de choses, mais finalement, c'est bête, mais c'est pas surprenant. En même temps, on m'a engagé pour tout ce qui pouvait chicoter, tout ce qui pouvait agacer, mon énergie qui était très juvénile. J'ai fait du théâtre jeune public en sortant de l'école, puis j'en fais encore. Donc là, je suis sorti de l'école à 25 ans, j'en ai 34, et je fais encore du théâtre jeune public. Je fais encore des enfants, donc je me rase la barbe un peu, puis non, mais en fait, je m'écris beaucoup de rôles où mon plaisir, c'est beaucoup de jouer des adultes qui replongent dans leur enfance. Comme ça, je peux conserver ma barbe et je peux surtout ne pas prétendre que je suis un enfant. Je m'amuse, j'évoque l'enfance. Et ça me va bien. Évoquer l'enfance, c'est près de moi. J'ai toujours que j'ai l'enfance à fleur de peau. Elle est pas loin. Je suis bien un adulte, là, complètement. Mais c'est en jouant quand même pour les enfants, quand je suis sorti de l'école de théâtre, qui m'a donné envie d'écrire pour eux. Vraiment, parce que les enfants, j'en côtoyais pas, moi, à l'époque. Donc, je savais pas si ça allait cliquer ou non. Puis quand tu fais du théâtre jeune public, il y a toujours des rencontres après avec les élèves, avec les enfants. Donc, ils nous posent des questions, on les relance, puis je les ai trouvés tellement brillants, là. Parfois, je trouvais qu'ils lisaient mieux la pièce que moi. Et même les pièces que j'ai écrites par la suite, je trouve parfois ils font une lecture plus nuancée, Vraiment, ils me fascinent. Les enfants me fascinent. Mais évidemment, pas tous. Je vais avoir l'air cruel, mais il y en a aussi qui sont plates. Il y a des enfants très plates, leur imaginaire est ennuyant. Puis il y a des enfants qui sont, on dirait, sans fond, qui se font « Mais mon Dieu, mais c'est magnifique, tout ce qu'ils voient, tout ce qui... » Il y a des enfants aussi différents que les adultes. Il y a des adultes plates, il y a des adultes le fun. Donc, mais les enfants m'ont quand même bien stimulé. Je les ai trouvés ultra stimulants, créatifs. Et donc, c'est comme ça que j'ai envie d'écrire pour eux. Alors, ma minute impertinente, c'est pour vous parler de ma phobie, une phobie qui est assez atypique. C'est le métal, en fait, surtout les clés. Et la monnaie. Alors, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas toucher à de la monnaie. Et encore aujourd'hui, je trouve que ça pue. J'ai l'impression que ça me brûle les mains. Alors, quand on me passait une clé, je la laissais tomber. Je ne pouvais pas tenir la main de quelqu'un qui avait une bague, à part ma mère. Ma mère, c'est la seule. Mais encore aujourd'hui, si quelqu'un a une bague, ça m'est arrivé d'avoir des dates et faire « Oh, ça ne marchera pas. » Un piercing. Oh mon Dieu, OK. Un piercing ou des trucs comme ça me perturbe vraiment beaucoup. Donc, je ne voulais pas me marier enfant à cause de ça. Et en fait, très particulier, quand je voulais payer quelque chose avec de la monnaie, j'avais toujours mon mouchoir, puis là, je disais aux gens, vous pouvez vous servir, et je reprenais. Et maintenant, ce qui m'a sauvé, c'est la carte de guichet, parce que je ne touche plus à de la monnaie. Et il y a juste mes clés. Je peux toucher à mes clés, mais c'est tout. Je suis vraiment très, très dédaigneux. Mais je suis une bonne personne. Je suis propre. Je ne me vois pas comme un modèle, mais c'est sûr que m'adresser aux enfants, j'essaie vraiment d'abord avant tout de m'adresser à moi-même quand j'avais 9 ans. Puis
par exemple, quand j'avais 9 ans, parce que j'écris aussi pour plus jeunes et pour plus vieux, mais j'essaie toujours de m'adresser autant. Si mon narrateur, par exemple, ou le personnage principal a, je sais pas, mettons qu'il a 10 ans, bien, je m'adresse autant à Simon 10 ans que Simon 34 ans. Si j'ai 34 ans au moment d'écriture, je peux pas faire abstraction du fait que je n'ai pas 10 ans. Je l'ai eu, il m'appartient encore, il vit en moi ce 10 ans-là, mais je ne l'ai pas présentement. Donc, j'ai aussi 34 ans. Donc, j'écris aussi, que ce soit du théâtre ou du roman ou même de la poésie maintenant pour adolescents aussi que je fais. Il y a aussi l'adulte qui prend parole derrière ça. Puis c'est pas un regard moralisateur du tout, c'est juste un autre niveau de lecture. C'est juste, il y a plus de couches, tout simplement. Puis il y a un plaisir là-dedans qui a plus de niveaux. Moi, mon grand bonheur, parce que le théâtre, c'est évident. Là. Au théâtre, tu le vois. Tu es sur scène, tu es en train tu dis des répliques qui s'adressent, qui résonnent chez les enfants vont rire ou ils vont réagir. Puis après ça, tu dis une réplique qui est vraiment plus pour l'adulte. Tu fais plaisir à l'adulte en toi. Et là, il n'y a que les professeurs ou que les papas et les mamans qui réagissent. Puis tu vois les enfants qui font « Hein? » Tu sais, qui regardent « Qu'est-ce que je comprends pas? » Et moi, il y a un plaisir là-dedans. C'est correct de ne pas tout cerner d'un spectacle et de faire rire aussi le père ou la mère ou le prof. Parce qu'en même temps, si ça fait rire le prof, c'est que ça m'a fait rire moi, Simon, 34 ans aussi. Donc, voilà, j'essaie d'aller. Puis aussi, je m'adresse toujours aux adultes. Tu sais, j'écris encore beaucoup pour les adultes. Je produis moins d'œuvres pour adultes parce que dans la durée, c'est plus long. C'est la même implication que j'écrive pour enfants ou pour adultes, mais souvent, c'est des œuvres plus costaudes. Quand j'écris un album, l'histoire est plus succincte. Donc forcément, ça s'écrit un peu plus rapidement. Mais un roman pour adultes, ça peut me prendre peut-être plus d'années de gestation aussi. Moi, mes livres m'habitent longtemps. J'écris beaucoup, donc on pense, j'ai publié mon 30e ouvrage récemment, puis on pense que j'écris vite. J'écris pas vite, j'écris tous les jours. J'écris tous les jours, pas vite. Un petit peu, ça avance jamais très rapidement. Puis des fois, j'avance sur 8 projets en même temps. C'est sûr qu'à un moment donné, je peux en finir 2 le même mois. Ça peut m'arriver. Bien, en fait, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai été peut-être le premier enfant de notre génération, peut-être le premier où on avait de la littérature pour nous, pour tous les âges. Tu sais, avant, si on remonte à il y a 15 ans avant nous, il y avait... Tu sais, c'était beaucoup de traductions. Puis même souvent, on lisait des romans pour plus vieux. Ma mère lisait Stephen King très, très tôt. Nous, on lisait des frissons. On lisait des romans, des chairs de poule, des trucs qui étaient plus pour les enfants. Puis j'ai l'impression que maintenant, 15 ans plus tard, bien, maintenant, c'est de la littérature que québécoise. Ce qui est fabuleux, en fait, c'est qu'il y a plein de maisons d'édition qui se sont créées en 15 ans. Des maisons qui ont une grande vitalité. Les anciennes sont demeurées. Parfois, ça les a ébranlés, naturellement. Mais ils ont continué souvent au même rythme, ce qui fait qu'on est inondé, pratiquement. Il y a beaucoup d'offres pour tous les genres. C'est ça, c'est que ça a déployé pour moi les genres littéraires. Il y a de la science-fiction, il y a du fantastique, il y a... et là, on peut rentrer dans du plus pointu de science-fiction, là. Roman d'amour, roman d'humour. Et tout ça, c'est du québécois, fait par des gens d'ici, très accessible. Ça, pour moi, c'est une plus-value pour les jeunes, pour les enfants, c'est fabuleux. Mais en même temps, il y a un côté négatif et positif. Ça déploie beaucoup il y a une offre incroyable, il y a beaucoup d'offres. Par contre, comme il y en a beaucoup, ben parfois, il y a des très bonnes publications qui passent dans le beurre, hein, qui passent inaperçues. Et ça arrive, puis c'est triste. Mais bon, en même temps, moi, je le vis bien parce que j'ai de temps en temps une œuvre, moi, qui sort du lot. On me remet un prix et là, ça fait rayonner mon œuvre. Puis je peux parler aussi des œuvres qui sont passées plus inaperçues, qui me sont très, très chères, parfois même plus que l'œuvre qui a été primée. Donc, je te dirais que c'est peut-être... C'est positif. À la base, c'est positif. C'est sûr que le marché est peut-être un peu inondé. J'entends même parfois le mot saturé. Mais c'est quand même, ça demeure quand même la création. Puis il y a plein de gens qui s'expriment. Doit-on vraiment... C'est le même discours que j'entends quand on dit on forme trop de comédiens. Peut-être que le marché ne peut pas soutenir tous ces comédiens-là, c'est vrai. Mais quand même, est-ce qu'on va interdire des artistes à... s'il y en a de plus en plus qui ont envie de devenir comédien? Moi, j'ai la chance de ne vivre que de ma création depuis plusieurs années. En fait, même, je suis sorti d'école à 25 ans.
J'ai pas vraiment eu de travail d'appoint. Ça m'est arrivé de faire des job-ins d'animation théâtrale, plus ou moins théâtrale, là. De faire des trucs. Parfois, j'ai flirté avec l'humiliation. J'en ai fait des mascottes. Mais en même temps, j'ai toujours trouvé ça drôle. Je riais dans ma mascotte, là. Je me suis jamais senti une marde parce que j'étais dans une mascotte, je trouvais ça drôle. Je me disais, pense à tout le matériau que ça va t'offrir. Toute cette humiliation-là, elle est brillante, elle est drôle, elle est... Donc, non, moi, j'aime tout ce qu'on... J'aime ça, qu'on m'offre des choses. Tu sais, je suis beaucoup... oui, je pars plein de projets, mais j'aime ça quand on me propose des affaires surprenantes. Peux-tu me faire une animation de telle chose? Ben oui, je dis beaucoup oui, parce que ça me sort de ma zone de confort, un peu de mon appart chez moi quand j'écris calmement à l'ordi. Puis c'est aussi la raison pour laquelle j'adore aller en classe, parler aux élèves ou aller dans les bibliothèques comme ici. J'ai un plaisir à rencontrer les lecteurs parce que parfois, ils m'ont de plus en plus, là, je le sens depuis un an, là, on m'a beaucoup lu. Alors qu'avant, c'était normal, je me présentais, puis ils ne savaient pas j'étais qui, puis c'était correct, je leur parlais de ce que je faisais. Maintenant, souvent, même quand les professeurs ne les ont pas préparés, il y en a toujours 2, 3 qui font « Je vous ai lu, j'ai votre livre à la maison. » Quand je leur présente un livre, puis ils font « Je l'ai! » Je trouve ça toujours un peu excitant. Je fais « Mon Dieu, je me revois enfant quand je lisais Dominique Demers ou je lisais Annick Poitras, puis Dominique Demers était venu à la bibliothèque à Saint-Rémy, puis j'étais tellement transi d'admiration. J'ai dit, mon Dieu, une auteure qui débarque. Puis je dis, mon Dieu, si je peux représenter ça, si je peux inspirer cette excitation-là, tant mieux. Mais puis je le vois, là, des enfants qui ont envie d'écrire, qui ont envie de faire la création. Puis je me reconnais en eux. Puis c'est sûr que ça connecte plus vite là, quand je vois un enfant qui pose plein de questions puis qui demande « Mais comment vous avez publié? Comment vous avez... » Ben, t'envoies une maison d'édition, puis tu te fais dire non. Puis tu recommences. Puis à un moment donné, t'entends un « oui », puis là, tu célèbres, puis tu retravailles. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas de recette à part le travail. Puis être personnel. Soyez unique. Travaillez votre unicité dans ce que vous écrivez. On veut pas relire le même auteur. On veut vous connaître, vous, votre regard à vous sur la vie. Donc, je leur dis beaucoup ça. Puis quand je le dis, ben, ça me rappelle toujours de le faire, d'être le plus unique possible, le plus original dans son vrai terme, c'est-à-dire revenir à mes origines. Je viens d'où? J'étais un petit gars de Saint-Rémy qui qu'est-ce qui me passionnait? Puis ça m'habite toujours. Tu sais, je pense dans un escalier, une cage d'escalier, puis j'ai envie de chanter tout le temps. Je viens de là, je viens de la cage d'escalier. Si la